De nouveaux secrets ont été révélés sur l'ancienne cité de Teotihuacan. Un archéologue a découvert un tunnel caché. Ils seraient les premiers à explorer ce site depuis environ 1700 ans. Ce fut la plus grande aventure de ma vie. Depuis des décennies, Teotihuacan est surnommée la Cité des Dieux. Un chef-d'œuvre d'ingénierie antique où d'immenses pyramides s'élèvent en parfait alignement avec les étoiles. Quand on trouve des complexes pyramidaux similaires, construits par les mêmes bâtisseurs conçus par les mêmes architectes, les archéologues ont étudié leurs temples, leurs peintures murales et leurs offrandes funéraires, persuadés que leurs secrets avaient déjà été percés. Mais sous ces avenues de pierre, un tombeau caché a été découvert, scellé depuis la fin de la cité, et renfermant quelque chose de bien plus terrifiant que tout ce que l'on pouvait imaginer. Les orques sont des créatures fascinantes. Je n'ai jamais rien vu de pareil. On dirait presque qu'une technologie extraterrestre est utilisée à Teotihuacan, la cité oubliée sous la poussière. Lorsque les soldats et explorateurs espagnols arrivèrent pour la première fois au centre du Mexique au début du 16e siècle, ils étaient en quête de terres de richesse et de nouveaux territoires à conquérir. Au lieu de cela, ils découvrirent quelque chose d'inexplicable. Émergeant des hauts plateaux se dressaient les ruines colossales d'une cité si vaste et si silencieuse qu'il semblait impossible qu'elle ait été bâtie par l'homme. À cette époque, elle était déjà abandonnée depuis des siècles. Les Aztèques, qui dominaient la région à l'arrivée des Espagnols, reconnurent ouvertement ne pas en être les bâtisseurs. Ils l'appelaient Teotihuacan, la cité des dieux, car ils croyaient que seules des puissances divines pouvaient avoir érigé de tels monuments colossaux. À leurs yeux, la cité était sacrée, mais inquiétante. Un lieu hérité, mais jamais revendiqué. Ce mystère s'épaissit, car Teotihuacan n'a laissé aucune trace écrite de ses souverains, de sa fondation, ni même de son véritable nom. Contrairement à l'Égypte ou à la Mésopotamie, aucune inscription gravée dans la pierre ne permet d'identifier les rois ou les victoires. La civilisation qui a bâti ces vestiges a disparu si complètement que nous ne la connaissons qu'à travers ce qu'elle a laissé des pyramides des rues et des fragments de peintures murales. Les archéologues débattent encore de l'identité de ce peuple. Certains pensent qu'il s'agissait d'une coalition de groupes mésoaméricains tels que les Zapotèques, les Mixtèques ou les Mayas, car des artefacts de ces cultures ont été découverts dans la cité. La poterie, les outils en obsidienne et même les styles des peintures murales à Teotihuacan présentent des similitudes frappantes avec des objets provenant de ces régions, ce qui laisse supposer que différents peuples ont pu contribuer à son essor. D'autres soutiennent qu'il s'agissait d'une culture entièrement distincte qui a connu son apogée et son déclin avant même l'apparition des Aztèques. Au cœur de Teotihuacan se trouvait sa voie principale, plus tard nommée l'Avenue des Mortes. Cette immense avenue s'étendait sur plus de 2 kilomètres et était bordée de temples de place et de palais d'une ampleur sans pareille dans les Amériques anciennes. Nous ne disposons donc d'aucune progression, d'aucune évolution permettant de retracer son origine. Il convient donc de se demander d'où elle venait. L'étude des ruines révèle que la ville n'a pas été construite au hasard. Son plan était soigneusement aligné sur la course des étoiles et du soleil. Des quartiers entiers étaient organisés selon un quadrillage rigoureux témoignant d'une planification urbaine avancée plusieurs siècles et en avance sur son temps. Sous la surface, les archéologues ont mis au jour des peintures murales révélant une société à la fois créative et violente. Ces images représentaient des serpents, le feu, l'eau, et des dieux exigeant des offrandes de sang. Loin d'être de simples ornements, elles témoignaient avec force que la grandeur de la cité était liée à des croyances en le sacrifice et la soif de pouvoir. Le plus grand mystère demeure cependant pourquoi une cité aussi puissante s'est-elle effondrée. À son apogée, Teotihuacan abritait plus de 100 habitants
ce qui en faisait l'une des plus grandes villes du monde. Pourtant, dès 700 de notre ère, elle était abandonnée. Était-ce la famine une rébellion, une invasion ou quelque chose de plus sombre? Nul ne le sait avec certitude. Le silence de sa chute est aussi obsédant que celui de son ascension. Aujourd'hui encore, ses dirigeants restent anonymes et son nom originel s'est perdu. Des siècles plus tard, des archéologues retournèrent sur les lieux et découvrirent sous les rues une chose extraordinaire, un tombeau caché scellé depuis la chute de la ville. Cette découverte lança une nouvelle quête de réponses, incitant les scientifiques à fouiller des couches de terre qui recelaient des découvertes étonnantes. Redécouverte et premières fouilles. En 1864, des chercheurs explorant un plateau près de l'actuel Mexico firent une découverte choquante. Ce qui ressemblait à des collines naturelles n'en était pas. Sous la terre se cachaient d'immenses structures englouties par des siècles de poussière. Au fur et à mesure des fouilles, des pyramides émergeaient du sol leurs faces de pierre, marquées par les cicatrices, mais toujours imposantes. À leur côté se trouvaient les vestiges de places de palais et de canaux d'irrigation qui laissaient entrevoir une ville bien plus vaste et plus avancée qu'on ne l'avait imaginé. 20 ans plus tard, en 1884, des fouilles organisées confirmèrent l'ampleur de la découverte. Les archéologues mirent au jour une ville dotée de larges avenues de temples monumentaux et de signes d'un urbanisme précis. Des témoignages comparaient sa grandeur aux ruines de Rome et d'Égypte. Pour beaucoup, cette comparaison était troublante. À l'époque, l'opinion dominante était que l'Amérique ancienne n'avait pas atteint les mêmes sommets en matière d'ingénierie ou d'architecture que le vieux continent. Teotihuacan a balayé cette idée, prouvant qu'une civilisation mexicaine avait jadis rivalisé avec les plus grandes puissances de l'Antiquité. Mais les débuts de l'archéologie étaient souvent marqués par des erreurs, dont certaines furent désastreuses. Au début du 20e siècle, Leopoldo Batres, restaurateur autodidacte, fut chargé de dégager la pyramide du Soleil. Il s'agissait d'un tunnel menant de l'extérieur du temple jusqu'à son axe central sous celui-ci. Ce tunnel était en grande partie comblé, probablement par les Teotihuacanos eux-mêmes. Au lieu de la préserver soigneusement, il en a enlevé près de 6 mètres de pierre extérieure. Ce faisant, d'innombrables sculptures-gravures et inscriptions ont été détruites, effacées à jamais de l'histoire. Tout ce qui aurait pu expliquer qui avait bâti la ville ou pourquoi elle avait été abandonnée a disparu sous ses mains. Certains chercheurs considèrent aujourd'hui son œuvre comme l'une des plus grandes pertes archéologiques du Mexique. Les agissements de Batres restent entourés de rumeurs. Selon certaines sources, il aurait subi des pressions, voire des pots de vin pour effacer des preuves, révélant des aspects plus sombres des origines de Teotihuacan. Que cela soit vrai ou non, les dégâts qu'il a laissés sont indéniables. Pourtant, tout n'était pas perdu. Un édifice a échappé à l'influence de Batres, enfoui suffisamment profondément pour être épargné par ses rénovations hasardeuses, le temple du serpent à plumes. Ses murs étaient encore cachés, ses chambres intactes. Le serpent à plumes et les sacrifices humains. Au cœur de Teotihuacan se dresse l'un de ses monuments les plus impressionnants, le temple du serpent à plumes. Ses murs extérieurs sont ornés de rangées de têtes de pierre colossales, chacune sculptée à l'image d'un serpent à collier de plumes. Pour ceux qui s'en approchaient dans l'Antiquité, l'effet devait être troublant. Des dizaines de visages de pierres colossaux semblent veiller sur les lieux comme pour garder l'édifice et défier quiconque oserait s'en approcher. Même des siècles plus tard, la vue de ces sculptures suffit à donner aux visiteurs le sentiment d'être en présence d'une force puissante et menaçante. Les images ornant le temple n'étaient pas un décor aléatoire. Elles représentaient Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes.
Dans la culture mésoaméricaine, il était l'un des dieux les plus importants, mais aussi l'un des plus redoutés. Selon certaines traditions, Quetzalcoatl était un maître qui apporta la connaissance de l'agriculture, des calendriers et même des étoiles. D'autres récits, en revanche, le décrivent comme un destructeur exigeant le sang pour maintenir l'équilibre du monde. Cette double nature fit de lui une figure inspirant à la fois vénération et terreur, un dieu dont les bienfaits avaient toujours un prix. Les légendes entourant son arrivée n'ont fait qu'épaissir le mystère qui l'entourait. Selon certains récits anciens, il serait venu d'outre-mer voyageant dans une embarcation sans rame. Pour les habitants de Teotihuacan, il ne s'agissait pas d'un homme ordinaire, mais d'un être ayant franchi les frontières entre les mondes. D'après les récits transmis par la tradition, il dispensait sa sagesse, mais avertissait aussi que le non-respect de ses lois entraînerait un désastre. Que ces histoires relatent la venue d'un visiteur réel ou soit des contes symboliques, elles ont nourri le sentiment que le temple n'était pas seulement destiné aux humains, mais aussi à des forces qui les dépassaient. Pour honorer Quetzalcoatl, des rituels de dévotion étaient accomplis, mettant à l'épreuve les limites de l'endurance humaine. Les récits historiques décrivent des victimes allongées sur les estrades des temples, tandis que les prêtres leur ouvraient entre la poitrine pour en extraire le cœur encore palpitant. Le sang était considéré comme l'offrande suprême, la nourriture qui entretenait la puissance divine. Certains témoignages suggèrent même que des individus choisis se portaient volontaires pour ce sort, convaincus que mourir pour le serpent à plumes était le plus grand honneur qui soit. Lorsque les Aztèques découvrirent plus tard les ruines de Teotihuacan, ils furent convaincus d'avoir trouvé la cité des dieux et non celle des hommes. À leurs yeux, le temple était la preuve que la main de l'homme seul n'aurait jamais pu bâtir un tel lieu. Pourtant, malgré toute sa splendeur, il portait aussi en lui une ombre. Les sacrifices pratiqués ici ont laissé derrière eux un héritage de terreur. Pendant des siècles, le temple du serpent à plumes a rappelé que la gloire de Teotihuacan était liée à une dévotion forgée dans le sang. Mais les archéologues allaient un jour découvrir que ses plus grands secrets ne résidaient nullement dans ces sculptures de pierre. Ils étaient ensevelis sous la surface. Au Mexique, de nouveaux secrets ont été révélés sur l'ancienne cité de Teotihuacan. Les chercheurs y ont passé des années à fouiller. Fouilles sous la surface. À la fin du 20e siècle, les archéologues avaient cartographié la majeure partie de la surface de Teotihuacan. Ils avaient mesuré les pyramides, tracé l'avenue des Mortes et fouillé les places. Mais beaucoup soupçonnaient que les plus grands secrets de la ville se cachaient sous terre. L'attention se porta sur le temple du serpent à plumes, l'édifice le plus orné et le plus inquiétant de la cité. Des relevés antérieurs avaient décelé d'étranges anomalies à sa base, et son importance religieuse en faisait l'endroit le plus susceptible d'abriter un trésor important. En 2003, une avancée majeure a eu lieu lorsque de fortes pluies ont provoqué l'effondrement d'une partie du terrain près du temple. Les archéologues qui étudiaient le gouffre y ont descendu des instruments et ont constaté qu'il s'ouvrait sur un vide caché. Pour confirmer cette hypothèse, ils ont utilisé un radar à pénétration de sol et de petites sondes robotisées qui ont révélé de longs espaces creux sous le temple. Ce qui ressemblait au premier abord à des cavités naturelles s'est révélé être un tunnel scellé, s'enfonçant à près de 100 mètres sous terre. Le projet fut confié à l'archéologue mexicain Sergio Gómez, qui entreprit ce qui allait devenir l'une des fouilles les plus ambitieuses de l'histoire de Teotihuacan. Lorsque l'équipe de Gómez commença à dégager l'entrée, elle fut stupéfaite. Le passage avait été délibérément obstrué avec de l'argile, des pierres et des débris il y a près de 1800 ans. L'analyse du sol et la présence de fragments de poterie mêlés aux remblais ont confirmé que l'obturation avait eu lieu à l'apogée de Teotihuacan.
Il s'agissait d'un acte délibéré visant à effacer le tunnel de la mémoire collective. Certains archéologues pensent que le scellement était si parfait que le passage n'aurait jamais été découvert sans les instruments modernes capables de détecter l'espace creux en dessous. Au fur et à mesure des fouilles, le tunnel a déjoué toutes les attentes. Il ne s'agissait pas d'une fissure naturelle dans le sol, mais d'un couloir savamment aménagé. Le sol avait été lissé, les murs renforcés, et des traces de pigments subsistaient encore faiblement sur les surfaces. Des chambres ramifiées laissaient deviner un projet plus vaste. Pourtant, de nombreuses sections étaient encombrées de gravats, comme si quelqu'un avait voulu rendre toute progression quasi impossible. D'après les témoignages, le lieu ressemblait moins à un tombeau scellé qu'à un endroit délibérément fermé à clé. L'atmosphère devint pesante, tandis que l'équipe travaillait. Gomez décrivit plus tard des moments où le scellement lui-même lui parut être un avertissement. Un chercheur l'a exprimé sans embâge, c'était comme s'il voulait dire à travers les siècles « N'ouvrez pas ceci ». Pourtant, l'équipe a persévéré, déterminée à révéler ce qui était resté caché pendant près de 2 millénaires. Et lorsqu'ils pénétrèrent plus profondément à l'intérieur, ce qu'ils trouvèrent n'était pas la paix. C'était un rituel, offrande d'une foi obscure. Alors que l'équipe de Gomez s'enfonçait plus profondément dans le tunnel scellé sous le temple du serpent à plumes, elle ne trouva ni paix ni offrandes funéraires ordinaires. Au contraire, elle découvrit des milliers d'offrandes disposées avec une précision troublante. Des ossements de jaguar étaient empilés dans certaines parties, comme si l'animal lui-même avait été sacrifié pour garder la chambre. Des lames d'obsidienne aux tranchants acérés jonchaient le sol, leur disposition trop délibérée pour être fortuite. Des figurines de jade reposaient près de coquillages transportés sur des centaines de kilomètres depuis des océans lointains, preuve qu'il ne s'agissait pas d'un gisement local, mais d'un lieu de rituel d'une ampleur extraordinaire. L'agencement ne semblait pas aléatoire. Tout semblait mis en scène comme si la chambre avait été consacrée par des offrandes destinées à la métamorphoser en quelque chose de plus que de la pierre. Des strass de pyrite ont également été découvertes incrustées dans les murs et les plafonds. Lorsque des torches furent allumées lors des fouilles, les fragments de pyrite reflétaient la lumière comme de minuscules miroirs, donnant l'impression de se trouver sous un ciel nocturne étoilé. D'après les témoignages, l'endroit semblait avoir été conçu comme un théâtre cosmique, un lieu où la vie, la mort et le ciel ne faisaient qu'un. Parmi les découvertes les plus troublantes figuraient les figurines de jade. Nombre d'entre elles étaient intactes, mais d'autres étaient brisées, bras arrachés, têtes tranchées ou corps fracturés de manière délibérée. Certains archéologues ont suggéré que ces figurines pouvaient avoir une signification plus que symbolique. Dans de nombreuses cultures anciennes, briser une figurine était considéré comme un mauvais présage envers la personne qu'elle représentait. Des témoignages non vérifiés laissent même entendre que des noms ou des symboles y étaient autrefois inscrits, bien que ces marques aient largement disparu avec le temps. Si cela s'avère exact, ces figurines auraient pu servir de réceptacle pour des rituels occultes où la destruction de l'objet symbolisait la souffrance de la personne à laquelle il était lié. Le nombre considérable d'offrandes laissait supposer une fonction bien plus importante que la simple préparation d'un enterrement. Certains experts ont émis l'hypothèse que ces chambres étaient utilisées pour des cérémonies initiatiques au cours desquelles des élites choisies descendaient dans le tunnel pour y mourir symboliquement et renaître. D'autres suggéraient que les initiés ne revenaient jamais leur destin scellé dans les offrandes elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, l'endroit ressemblait moins à un tombeau qu'à un théâtre de dévotion où le sacrifice rituel brouillait la frontière entre les vivants et les morts. Mais la pyrite scintillante et le jade brisé n'étaient qu'une partie de l'histoire. Plus les archéologues s'enfonçaient dans le tunnel, plus leur découverte était troublante, la rivière de Mercure. Ils s'attendaient à trouver d'autres offrandes, peut-être des figurines brisées,
ou des objets de dévotion symbolique. Au lieu de cela, ils mirent au jour l'une des découvertes les plus étranges et les plus troublantes de l'histoire de l'archéologie mésoaméricaine. Cachés dans les profondeurs du tunnel se trouvaient des canaux et des bassins de mercure liquide. Le métal scintillant reposait dans ces canaux et ces bassins luisant sous une lumière artificielle, comme si les bâtisseurs antiques avaient conçu une rivière souterraine qui coulait encore après près de 2 millénaires. La présence de mercure a immédiatement alarmé les chercheurs. Le mercure est toxique et dangereux. L'inhalation de ces vapeurs peut être mortelle, et même un contact direct avec la peau peut causer des dommages irréversibles. Et pourtant, elle était là délibérément placée au pied d'une pyramide sacrée. Sa surface argentée reflétait la lueur des torches et des lampes, avec un effet presque hypnotique. C'est du mercure. Je n'ai jamais entendu parler de mercure liquide trouvé dans un endroit pareil. Est-ce que rare? Certains archéologues ont décrit le site comme étrange, comme si la chambre elle-même s'était transformée en un miroir d'un autre monde. La question de sa fonction s'est rapidement posée. Pourquoi les bâtisseurs de Teotihuacan, une culture déjà réputée pour ses sacrifices et ses rituels, auraient-ils rempli leurs tunnels les plus sacrés d'une substance aussi mortelle? Certains archéologues ont avancé l'hypothèse que le mercure était symbolique. Selon eux, les bassins réfléchissants représentaient des rivières ou des lacs du monde souterrain, un paysage imaginaire où les morts voyageraient après leur décès. Dans cette perspective, le mercure scintillant était censé guider les âmes dans leur passage, sa surface faisant office de pont entre le monde des vivants et le royaume des esprits. D'autres y ont vu quelque chose de plus mystérieux. Le mercure n'est pas facile à se procurer, surtout en grande quantité. Son extraction nécessite des ressources minières et des techniques spécialisées, des procédés bien au-delà d'un usage courant. Le fait que les bâtisseurs antiques l'aient transporté et déposé dans ces chambres scellées suggère qu'il avait une fonction dépassant le simple symbolisme. Certains experts ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu servir de technologie rituelle, une technologie que nous comprenons à peine aujourd'hui. D'autres l'ont comparé à l'alchimie, soulignant que le mercure est depuis longtemps associé à des expériences mystiques de transformation. D'autres ont évoqué la possibilité d'un lien avec l'électricité. Compte tenu des propriétés conductrices du mercure, aucune preuve tangible ne vient étayer cette théorie. Plus inquiétant encore éteignent les témoignages suggérant que le mercure aurait pu être placé à titre dissuasif. D'après ces récits, le métal liquide n'était pas simplement un fleuve sacré des morts, mais un piège destiné à empoisonner quiconque oserait perturber les chambres. Dans cette perspective, le mercure était moins une offrande aux dieux qu'une arme contre les intrus venus du futur. Cette idée troubla profondément de nombreux spécialistes. Le mercure était-il destiné à honorer des divinités ou bien un avertissement mortel pour ceux qui oseraient un jour pénétrer dans le tombeau? L'atmosphère des fouilles changea après la découverte. Ce qui ressemblait autrefois à une quête d'histoire cachée prit des allures de violation d'un lieu scellé pour une raison bien précise. Les reflets toxiques du mercure n'étaient pas le fruit du hasard. Cela donnait l'impression d'une barrière d'une ligne qu'il ne fallait jamais franchir. Pourtant, l'équipe n'a pas abandonné. Pour Gomez et ses collègues, la température élevée n'était pas la fin du tunnel. Ce n'était que le début de quelque chose de bien plus sombre. Ce qu'ils découvrirent ensuite fit basculer les fouilles, dans l'horreur, le tombeau caché et son terrible secret. Alors que les fouilles dépassèrent la ligne de mercure et atteignaient les profondeurs du tunnel, l'équipe se heurta à un ultime obstacle. Des blocs de pierre avaient été entassés les uns après les autres dans un passage étroit, puis scellés avec de l'argile. Il fallut des jours pour le dégager. Lorsque le passage s'ouvrit enfin, les archéologues pénétrèrent dans des chambres qui n'avaient pas vu d'êtres humains depuis près de 2 000 ans.
L'air était vicié et lourd. Des lumières balayèrent le sol, puis s'arrêtaient. Des ossements gisaient en rangées ordonnées. Ce qu'ils ont vu ne ressemblait pas à des sépultures paisibles. D'après les notes de terrain et les rapports ultérieurs de nombreux squelettes, ont été retrouvés les bras repliés dans le dos comme s'ils avaient été ligotés. D'autres gisaient face contre terre, les membres positionnés de manière à suggérer une contention. Des marques de découpe étaient visibles sur les vertèbres dans plusieurs cas, et plusieurs crânes étaient séparés des corps. Le schéma était frappant. Certains semblaient avoir été sacrifiés. Certains semblaient avoir été placés là dans un but qui n'incluait pas une vie après la mort paisible. Parmi les restes se trouvaient des objets qui rendaient le lieu encore plus hostile. De petites statuettes à forme humaine arboraient des visages étranges. Les yeux étaient disproportionnés. Les dents étaient sculptées comme des crocs. Les têtes étaient ornées de crêtes ou de plumes, comme pour faire écho au culte du serpent en surface, mais avec des traits qui évoquaient davantage la prédation que la divinité. Des jarres étaient appuyés contre les murs scellés par d'anciens bouchons. Des prélèvements effectués sur place auraient révélé des traces de substances non encore identifiées publiquement. Quelques récipients contenaient des grains sombres que certains membres de l'équipe ont supposé être des poisons ou des mélanges liants utilisés lors de rituels. Cette interprétation reste à confirmer, mais il est clair que les jarres n'étaient pas des offrandes de nourriture. Des fragments de plâtre peint adhérent à différentes parties de la chambre. Ces fragments étaient petits, mais plusieurs représentaient des corps qui n'étaient pas entièrement humains. D'après les témoignages, les personnages portaient des colliers de plumes et présentaient des textures écailleuses autour de la gorge et de la mâchoire. Leurs yeux étaient dessinés en fente. Les scènes ne représentaient pas des dieux dans des poses sereines. On aurait dit des scènes de chasse ou de poursuite. Sur un fragment de panneau, on pouvait voir des cordes tendues autour d'une silhouette, comme si quelque chose avait été immobilisé. Les spécialistes qui ont examiné les photos n'ont pas réussi à en interpréter la signification. Certains les qualifiaient de mythes sur la maîtrise du chaos. D'autres affirmaient qu'il s'agissait d'avertissements et non de récits. À quoi pouvait bien servir un tel espace? Plusieurs archéologues ont soutenu que ces chambres n'avaient jamais été conçues comme des tombeaux. La disposition des corps des jarres et des images suggérait un système conçu pour garder ou retenir, non pour honorer. Quelques personnes allèrent plus loin en privé, affirmant que les pièces leur donnaient l'impression d'être en prison. Dans cette interprétation, les morts étaient les verrous, les offrandes, les sceaux. Les murs constituaient l'ultime rempart entre la cité d'en haut et ce qui, en dessous, concentrait son pouvoir. Un chercheur, encore sous le choc, après une longue journée de catalogage, aurait déclaré « Ceci n'est pas un tombeau, c'est un avertissement ». D'autres éléments venaient étayer cette crainte. Les points d'accès situés derrière la chambre portaient des traces de destruction délibérée. D'après les rapports de chantier, un puits, au-delà de la pièce, s'est effondré un effondrement qui semblait intentionnel plutôt que naturel, comme si les ouvriers avaient détruit l'accès après avoir terminé les travaux. Les jarres scellées et l'ordre rigide des inhumations suggéraient un rituel qui devait être accompli une fois pour toutes, puis relégué au second plan. Dès lors, le dernier acte des prêtres n'était pas une célébration, mais un rite de mise sous sépulture. Le poids émotionnel sur l'équipe était considérable. Les témoignages décrivent de longues nuits silencieuses au laboratoire de terrain et des débats houleux sur l'étendue des travaux à réaliser et celles à préserver. Certains membres ont insisté pour que les opérations soient suspendues jusqu'à la mise en place de toutes les mesures de sécurité. D'autres ont insisté pour que l'on documente et scelle à nouveau les lieux plutôt que de risquer de nouveaux troubles. Le débat ne portait pas seulement sur la science, mais aussi sur l'éthique. Si une civilisation ancienne a déployé tant d'efforts pour sceller un lieu à jamais, quelle est la responsabilité du présent lorsqu'il brise le sceau?
C'est là toute la portée de cette découverte. Le complexe caché sous Teotihuacan ne ressemble pas à un paisible passage vers l'au-delà. Il ressemble plutôt à un système conçu pour retenir quelque chose. Qu'il s'agisse de savoir de pouvoir d'un objet redouté ou d'une croyance incarnée par le rituel, le message reste le même. N'ouvrez pas. La cité d'en haut raconte une histoire d'ordre et de grandeur. Les chambres souterraines révèlent le coût. Le travail passe désormais de l'excavation à la prise de décision. Les chercheurs doivent-ils élargir la brèche et s'exposer aux conséquences redoutées par les bâtisseurs, ou doivent-ils préserver la barrière et accepter que certaines parties du passé soient destinées à rester tues? Il n'y a pas de réponse simple. Ce qui se cache sous Teotihuacan soulève une question qui dépasse le cadre de l'histoire. Certaines découvertes bouleversent nos connaissances. Celles-ci pourraient bien changer ce que nous sommes prêts à faire. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine vidéo.